Notre histoire prend place à Pioz, dans la province de Guadalajara, en Espagne. Pour vous situer, nous sommes dans le centre du pays. Pioz se trouve à une soixantaine de kilomètres de Madrid. Patrick Nogueira est né le 6 novembre 1996. Il est originaire de la ville d'Altamira, vers le nord du Brésil. Patrick vient d'une famille brésilienne assez aisée. Son père est radiologue de profession, ce qui assure un certain train de vie à la famille. Et on sait qu'il a également une sœur. L'enfance et la préadolescence de Patrick sont assez peu documentées. On sait qu'à partir de 10 ans, le jeune garçon est victime d'harcèlement par de jeunes adolescents. Il se faisait maltraiter et frapper par des enfants plus âgés que lui. Suite à ça, Patrick se défend et adopte un comportement violent. À côté de ça, il commence à consommer de l'alcool, comme pour fuir un peu la réalité. Le jeune homme en vient à boire une bouteille d'alcool par jour, vers l'âge de 15 ans. Le temps passe et un événement vient briser davantage le quotidien de la famille Nogueira. À ce moment-là, Patrick a 16 ans. On est alors en 2013 et l'adolescent se trouve dans un cours de biologie. Le professeur Carlos Alberto a rendu des copies à ses élèves suite à un devoir qu'ils avaient fait. Le cours se poursuit et les élèves discutent entre eux afin de comparer leurs résultats. Ici, ce n'est pas le cas de Patrick, qui est visiblement contrarié. Il ne comprenait pas pourquoi il avait eu une mauvaise note et il souhaite s'expliquer avec Carlos. La discussion entre l'élève et le professeur s'envenime rapidement. Alors que Carlos a le dos tourné, peut-être dans le but de ranger ses affaires et de partir, Patrick le poignarde dans le cou et au ventre devant tous les autres élèves. La direction de l'école est prévenue. L'incident, si on peut le nommer ainsi, est rapidement partagé dans la presse. On y apprend que Patrick est resté immobile face à son professeur, son prof mesquin qui était en train de se vider de son sang. La scène a été filmée par les caméras de sécurité de l'établissement. Patrick aurait commis cet acte dans le but de faire peur à son professeur. La victime, malgré ce qu'il a subi, n'a pas subi de blessures mortelles et se rétablit. Tout ce qui vient de se dérouler jusqu'ici est très choquant et personne ne s'attendait à ça. À quel moment, pour faire peur à quelqu'un, il te vient à l'idée de sortir un couteau et de poignarder cette personne? C'est complètement absurde. À quel moment dans ta tête, dans ta petite tête, tu te dis que tu vas faire ça? Alors je sais pas ce qu'il avait dans son cerveau à ce moment précis, mais c'était un peu beaucoup extrême. Suite à ça, l'adolescent est interpellé et accusé de tentative de meurtre. Il indique avoir attaqué son professeur en raison d'insultes, que Carlos le traitait d'homosexuel, mais dans un terme un peu moins poli. Cette note, en quelque sorte, a été l'élément déclencheur, l'élément de trop. Comme il a 16 ans, Patrick est placé dans un centre pour mineurs, à Santarém. Le jeune garçon y reste pendant plus de 45 jours. Après sa libération, la famille Nogueira quitte Altamira pour Juaro Pessoa, à 2500 km sur le littoral. La famille souhaite tourner la page et se reconstruire. Patrick, quant à lui, doit subir un traitement psychiatrique pendant une période de 6 mois. Mais malgré le déménagement et son traitement, Patrick n'a jamais cessé de boire. Cette consommation d'alcool est tellement excessive que cela lui provoque un ulcère à 18 ans. Et tout ça nécessite une hospitalisation. On ne sait pas si les parents de Patrick étaient au courant de l'addiction de leur fils. Je pense qu'ils devaient savoir qu'il consommait de l'alcool, mais pas au point d'être alcoolique. Ce qui était certain, c'est que ce garçon avait besoin d'aide, et ce très tôt. On est face à un garçon qui est malheureusement troublé depuis des années. Son traitement terminé, Patrick souhaite vivre sa vie et débuter une carrière de footballeur professionnel. C'est un rêve pour lui. Il ne se voit pas le poursuivre au Brésil, mais en Europe. Il s'envole pour l'Angleterre, où il entre dans une équipe de football, où il joue pendant une saison. Patrick ne vit pas réellement de cette pratique, mais il peut toujours compter financièrement sur son père. Le jeune homme est toujours plongé dans ses démons avec l'alcool, ce qui va lui causer des torts. Il se fait visiblement évincer de l'équipe, car cette consommation affecte son comportement. En mars 2016, Patrick rejoint le foyer de son oncle, Marcos Campos, à Torrejón de Ardoz, en Espagne. Marcos, 40 ans, vit avec sa femme Jaineina Santos, 39 ans. Le couple a 2 jeunes enfants, Carolina, 2 ans et demi, et David, qui a quelques mois. L'entente ne va pas durer au sein du foyer. L'oncle de Patrick et sa femme ne supportent plus l'attitude du jeune homme, ainsi que sa fainéantise. Patrick reste dans sa chambre tout le temps et n'aide pas à la maison. Il aurait demandé à son oncle de laisser son fils quelques mois en ville, afin qu'il décède à cause du froid,
ou qu'il se fasse enlever car il était excédé par ses pleurs. Comme vous l'imaginez, cette phrase n'a pas du tout plu à Marcos. Patrick considère la maison de son oncle comme la sienne, se promenant en sous-vêtements pour vous donner un exemple. Marcos était prêt à signaler son neveu à la police car son visa de 3 mois était venu à expiration. La famille d'accueil déménage en juillet de la même année, sans que Patrick ne fasse partie de cette nouvelle étape. Le jeune homme les a apparemment aidés à déménager. Lui décide de rester en Espagne et s'installe à Alcalá. Patrick et son oncle, compte tenu des rapports difficiles des derniers moments de cohabitation, ne maintiennent plus aucun contact. Patrick reste encore quelques semaines en Espagne avant de décider de rentrer au Brésil le 20 septembre. Le 18 septembre 2016, un employé municipal fait l'entretien des routes dans un quartier. Alors qu'il se trouve à proximité d'une maison, l'homme est interpellé par une odeur. L'odeur était très particulière. À force de chercher autour de lui, il doit se rendre à l'évidence. Elle provient de la maison devant laquelle il a fait le ménage. Comme il ne sait pas de quoi il s'agit, il contacte directement la police. La police espagnole se rend au domicile de la famille Campos Santos. Les agents de police entrent dans la maison et sont également saisis par l'odeur abominable. Ils font un tour méthodique de chaque pièce, espérant trouver quelqu'un. La maison semble habitée, bien qu'elle ne soit pas énormément meublée. Elle est propre, mais quelque chose dénote dans le décor. La présence de sacs en plastique dans une pièce. Ceux-ci ont été grossièrement fermés à l'aide de rubans adhésifs. À l'intérieur, ils y trouvent quelque chose d'horrible. Des restes humains. Si la famille n'a donné aucun signe de vie pendant les fouilles de la maison, elle a en réalité été assassinée et les corps ont été laissés sur place. On va parler un peu des victimes ici. Janaína Santos, que ses proches appelaient Jana, est née le 29 octobre 1976. Le père de Janaína possède une franchise de plusieurs concessions automobiles. Marcos Campos Nogueira est né le 5 janvier 1976. Marcos réside depuis 10 ans en Espagne, où il travaille avec des restaurants. Janaína et Marcos sont tous deux originaires de Juaro Pessoa, où ils font connaissance. Le couple se marie en 2013 et accueille rapidement son premier enfant, Carolina. La famille rejoint ensuite Valladolid en Espagne, où David va naître 2 années plus tard. Wilta vient habiter chez la famille Campos Santos les 3 premiers mois du bébé, afin d'assister sa nièce dans les tâches de la vie quotidienne. Marcos travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et il est souvent en déplacement professionnel. Le restaurant de Marcos ferme, et la famille déménage à Torrejón de Ardoz, puis à Pioz. Marcos se fait de nouveaux réseaux auprès des restaurants locaux, en particulier brésiliens. La maison est fouillée, mais les enquêteurs n'obtiennent aucun résultat. Ils sont un peu perdus. Ils ne savent pas quelle direction prendre pour cette enquête. Le système de sécurité de la copropriété n'ayant pas fonctionné, aucune image ne permet d'identifier le ou les suspects des meurtres. Les premières hypothèses de la police envisagent un règlement de compte, entraînant la mort de toute la famille. La maison n'est pas encore meublée et le voisinage ne connaît pas la famille. Des traces ADN sont retrouvées sur place et envoyées en laboratoire en espérant qu'un suspect soit identifié. Les proches de la famille sont sous le choc en apprenant les décès. Et tu m'étonnes, t'apprends que des membres de ta famille se sont fait assassiner, ça n'a aucun sens. T'étais tranquillement en train de vivre ta vie et t'apprends ça. Tu m'étonnes que t'es choqué. C'est le beau-frère de Marcos, Eduardo Brolio, qui a pris contact avec le consulat brésilien à Madrid. On lui aurait alors renseigné qu'il s'agissait bien du couple et de ses 2 enfants, alors que les identités n'étaient pas encore confirmées auprès de la presse. La tante de Janaína, Wilta Diniz, affirme que personne ne comprend ce qui a pu mener à un tel drame. Le père de Janaína se retrouve même hospitalisé. La famille Campos Santos résidait en Espagne depuis 3 ans. Marcos était un homme travailleur et également croyant. Ni lui, ni Janaína n'auraient causé le moindre tort. Pour eux, la thèse du règlement de compte ne tient pas la route. Il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre derrière tout ça. L'Espagne découvre également par les biais des médias les visages des victimes. Janaína publiait de temps en temps des photos de son couple. Elle publiait aussi ses enfants sur ses réseaux sociaux. La dernière photo partagée datait du 2 juin 2016. On pouvait y voir le petit David, âgé d'à peine 1 an. Certains proches des disparus donnent des interviews, notamment Eduardo Brolio. Comme je vous l'ai renseigné un peu plus tôt, il a pris contact avec le consulat du Brésil, dans le but de savoir si les victimes de cette tuerie était bel et bien la famille Campos Santos. Janaína et Marcos venaient tout juste de déménager,
donc il n'y avait pas de raison de s'inquiéter s'il n'avait pas directement des nouvelles. La maison ne disposait pas encore de connexion internet non plus, donc c'était le temps que la famille s'installe. Le consulat du Brésil à Madrid s'exprime également concernant l'affaire. Une déclaration est faite, indiquant que les sources données à la famille dans un premier temps étaient informelles. Le consul général Paulo Alberto a assuré que la police n'avait pas encore confirmé les identités des victimes au moment de la prise de contact des proches. Cela n'a été confirmé que plusieurs jours après la découverte des corps. Les premières hypothèses des enquêteurs tombent rapidement à l'eau. Les analyses de l'ADN présent sur la scène de crime nous permettent d'avoir enfin un nom. Le principal suspect dans toute cette affaire, c'est Patrick Nogueira, un jeune homme de 20 ans et il est le neveu de Marcos Campos. Les autorités espagnoles recherchent le jeune homme, résidant dans le pays depuis plusieurs mois déjà. Cependant, ils se rendent compte que Patrick est retourné au Brésil suite à la découverte des meurtres. Le jeune homme a laissé des affaires à son domicile d'Alcalá, permettant de faire un comparatif ADN avec l'échantillon retrouvé chez les Campos Santos. Un mandat d'arrêt européen et international est émis à son encontre dès le 22 septembre. Comme il n'existe pas de traité d'extradition entre le Brésil et l'Espagne, le jeune homme ne risque rien de la part de la justice espagnole. Il n'est pas non plus interpellé par les autorités de son pays. Patrick n'a pas d'autre choix que d'avouer tout ce qu'il a fait en Espagne. La sœur de Patrick, avocate de profession, se rend en Espagne et rencontre le juge qui est en charge du dossier. Elle fait le lien entre la justice espagnole et son frère et le convainc de se rendre à la police sur place. En effet, il pourrait se retrouver tout de même en prison au Brésil s'il est reconnu coupable, et les prisons brésiliennes sont plus difficiles que les espagnoles. Patrick avait peur d'être en prison dans son pays. Le 19 octobre, Patrick Nogueira revient en Espagne dans le but de se faire arrêter. Il se rend directement à la police et il est placé en détention provisoire. Le témoignage de Patrick est impactant. Il avoue avoir ressenti une irrépressible envie de tuer. Si le jeune suspect avoue les meurtres, il assure ne plus se souvenir du passage à l'acte sur les enfants du couple. Le suspect fait l'objet d'une expertise suite à son interpellation. Le rapport permet de déterminer qu'il est manipulateur, qu'il est aussi égocentrique et dénué de toute forme d'empathie. Il était en tout cas conscient de tout ce qu'il faisait. Le 28 octobre, on apprend que la police de Pereira au Brésil a mis un second jeune homme en état d'arrestation dans le cadre de l'enquête. Marvin Henrique Correa, 18 ans, est un ami de Patrick. On le soupçonne d'avoir participé au crime suite à la découverte d'une conversation WhatsApp entre les deux jeunes hommes. Ici, on va revenir sur les faits survenus le 17 août 2016. Je tenais à vous dire que les événements qui vont suivre sont un peu plus choquants. Donc pour les plus sensibles, faites attention à vous. Enfin bref, immersion le 17 août 2016. Ce jour-là, Patrick fait une recherche sur internet. Il se renseigne sur la manière de tuer quelqu'un en 3 secondes. Il prend le bus pour rejoindre Pioz. Le jeune homme a pris sur lui un couteau, des sacs plastiques et du ruban adhésif. Patrick arrive en ville à 14h et se présente au domicile de la famille Campos Santos avec 2 pizzas. Marcos est au travail, alors que Patrick se présente au domicile de la famille, ce qui n'empêche pas Janaína d'inviter le jeune homme à rentrer. Patrick s'est présenté avec des pizzas, signe qu'il a en quelque sorte envie de se réconcilier avec ses proches. Le déjeuner se passe normalement. À la suite du repas, l'hôtesse se rend à la cuisine pour faire la vaisselle. Les enfants Carolina et David sont dans la pièce à côté, en train de jouer. Patrick profite de ce moment d'inattention envers lui pour mettre en marche son terrible plan. Patrick se rapproche de sa tante et la poignarde au niveau du cou. Janaína se vide de son sang, à quelques mètres de son neveu, qui se contente de la regarder mourir. Il se rend par la suite auprès de ses jeunes cousins. Ils étaient là, sans défense. Il les regarde et là, sans plus attendre, il leur inflige le même sort. Le même sort terrible. Il n'a eu aucune pitié envers Carolina, 3 ans, et son petit frère de 1 an. Marcos ne doit pas rentrer avant plusieurs heures, ce qui laisse largement le temps à Patrick de passer à la seconde étape de son plan. Il se charge de démembrer les corps de ses victimes et de placer les restes dans des sacs en plastique. La scène de crime est nettoyée de fond en comble, de sorte que l'événement soit passé sous silence. En même temps qu'il fait tout ça, il est en communication avec un ami du Brésil, via WhatsApp, Marvin Henrique Correa. À ce stade, Patrick ne regrette pas son geste. Au contraire, les messages qu'il envoie à son ami démontrent qu'il est rempli de fierté. Il prend d'ailleurs des selfies avec les corps qu'il partage dans la conversation. Marvin, quant à lui,
n'est pas non plus effrayé par la confidence et les photos. Le jeune homme, en bon ami qu'il est, donne ses meilleurs conseils à Patrick afin qu'il quitte la maison sans être vu. Le père de famille, Marcos, fait son retour à la maison vers 22h15. L'homme se trouvait dans un restaurant de Torrejón de Ardoz, à une trentaine de minutes de son domicile. Il devait certainement s'attendre à retrouver femme et enfants, bien qu'à cette heure-ci, les deux enfants auraient certainement dû être couchés. C'est son neveu qui se trouve chez lui et qui l'invite à regarder autour de lui. Patrick a la cruauté d'avouer à Marcos qu'il est le prochain, et l'homme subira le même sort que le reste de sa famille. Son corps est également démembré et jeté dans un sac plastique. Le dernier crime est également effacé grâce aux produits nettoyants. Patrick prend une douche et dort sur place suite au dernier meurtre. Le lendemain matin, il se contente de laisser les sacs plastiques dans la maison et de repartir prendre le bus pour rentrer chez lui. Patrick souhaitait enterrer les corps avant de s'en aller, mais il n'a pas trouvé de terrain adéquat. Le jeune homme reprend sa vie comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Ce n'est qu'au bout d'un mois que le jeune homme retourne au Brésil. Au même moment, le pays découvre le décès et le démembrement d'une famille entière chez elle. Les Campos Santos n'ont pas donné signe de vie pendant toute cette période. C'est l'odeur de la maison qui finit par inquiéter le voisinage. Le procès s'ouvre devant le tribunal de Guadalajara le 24 octobre 2018. Il doit durer une semaine. Patrick s'exprime face à la cour et il dira les choses suivantes. « J'aurais aimé éviter que tout cela arrive. Je n'ai pas choisi de fonctionner de cette manière. Mes émotions, ma manière de me comporter, ma manière de réagir ne sont pas comme celles des autres. » L'accusé parle de la relation qu'il avait avec son oncle et sa famille. Il assure que son oncle lui avait volé de l'argent. Marcos a également accusé Patrick de boire et de se droguer, en faisant ainsi part à sa famille au Brésil. Le jeune homme n'a pas supporté de se faire traîner dans la boue. Il profite de ce temps de parole pour présenter ses excuses à ses proches, ainsi qu'à la famille de Janaina. Pourtant, il n'aurait pas exprimé ses remords véritablement concernant ses crimes. Personnellement, je pense que c'est la défense qui l'a encouragé à dire tout ça. Pour moi, c'est simplement pour créer de l'empathie chez les jurés. Il essaie de se donner une bonne image, alors qu'au fond, on le sait très bien, il ne regrette rien. Quand tu prends des selfies avec des cadavres et que tu l'envoies sur WhatsApp à ton ami, je suis désolé, il y a de quoi douter. Pour moi, cet homme n'était pas du tout sincère. Et je suis désolé, mais c'était un putain de monstre. La défense du jeune homme plaide un trouble mental provisoire, malgré le rapport des expertises psychologiques. Il aurait également le lobe temporal droit déficient, affectant sa prise de décision. L'alcoolisme n'aurait rien arrangé. Patrick est d'ailleurs revenu en Espagne pour avouer ses crimes, ce qui doit jouer en sa faveur. Mais le tribunal va rejeter cette défense. Cela va en contradiction avec la journée des crimes, tout ce qu'il avait planifié ce jour-là. Patrick avait pris avec lui tous les éléments nécessaires à la réalisation des meurtres et des démembrements. Le jury du procès reconnaît la culpabilité de l'accusé à l'unanimité. Patrick se retrouve condamné à une peine de prison de 25 ans avec 3 peines permanentes révisables. En gros, le jeune homme doit effectuer 25 années minimum avant de pouvoir envisager une possible libération conditionnelle. Cette demande doit être approuvée par le tribunal avant de prendre effet. Le détenu peut rester encore de nombreuses années incarcéré s'il est prouvé qu'il représente toujours un danger pour la société. Patrick doit également payer une somme de 411 000 € en dédommagement pour les proches des victimes. En juillet 2021, Marvin, l'ami de Patrick, est acquitté pour les faits de complicité reprochés. Dans le cas du jeune homme, c'est le code pénal brésilien qui prévaut et d'après les textes de loi, il n'a commis aucun crime. Alors le mec est acquitté alors qu'il était clairement en contact avec Patrick. Il recevait des images horribles des victimes, lui donnait des conseils de comment partir de cet endroit, mais il est acquitté. Je vous jure, à force, ça me surprend même plus. C'est du grand n'importe quoi. Ah, la justice, c'est une catastrophe. Bref, fin novembre 2021, Patrick Nogueira est agressé à la prison d'Estremeira par une dizaine de détenus. Il se retrouve hospitalisé pendant 4 jours. Le détenu résidait dans l'aile d'isolement. L'établissement pénitentiaire suppose que ce genre d'attaque, qui n'est pas un cas isolé en prison, est survenu car Patrick a tué une femme ainsi que des enfants. Dites-vous que si pour nous, les crimes à l'encontre des enfants sont une abomination, c'est également le cas pour les prisonniers. Ah, je peux vous dire qu'ils n'aiment pas du tout ça.
et ils sont prêts à s'entretuer quand ils apprennent certaines choses. Et c'est aussi le cas pour les crimes à caractère sexuel. Les personnes qui sont condamnées pour ces crimes se retrouvent souvent menacées, voire tuées au cours de leur incarcération. Ces détenus sont alors mis à l'isolement pour assurer leur sécurité. Suite à tout ça, Patrick est transféré à la prison de Puerto 3 de Santa Maria, cette fois-ci en isolement préventif. Marvin Correa s'exprime en juin 2023 concernant les meurtres, 7 ans après les faits reprochés à son ami Patrick. Le jeune homme a lui-même été un temps dans le collimateur de la justice, en raison des nombreux échanges par message entre le tueur et lui le jour des meurtres. Marvin apparaît dans un épisode de la série intitulée « Ne le dites à personne ». Lors d'un témoignage, voici ce qu'il va dire. « J'ai fait une chaîne YouTube et je veux vraiment que les gens recherchent mon nom et découvre que j'ai beaucoup plus à offrir que cette tache sur mon passé. Ce passé qui montre une image de quelqu'un que je ne suis pas. » Le jeune homme assure avoir changé depuis cette affaire. Il a connu des moments difficiles et estime qu'il a eu sa part de souffrance. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires. Est-ce qu'on doit lui laisser le bénéfice du doute ou pas du tout? Je sais pas, perso j'ai du mal. J'ai l'impression qu'il est très très sombre et qu'il nous mène en bateau en fait. T'as juste l'impression qu'il veut changer de vie, mais qu'avant c'était un monstre et peut-être encore aujourd'hui. Enfin bon, Marvin n'est plus en contact avec Patrick et souhaite laisser désormais cette histoire derrière lui. Comme je le disais, c'est un peu trop facile, vouloir changer de vie alors que t'as fait tout ça derrière toi. Ouais. La famille de Janaina accueille assez mal le témoignage de Marvin. Et tu m'étonnes. Elle estime que le jeune homme a également participé à la destruction de la famille, au même titre que le meurtrier. À aucun moment Marvin n'a exprimé une quelconque désapprobation de l'acte. Il a même donné des conseils à son ami afin qu'il ne se fasse pas prendre sur les lieux. Le fait qu'il n'ait pas été puni pour ça est assez difficile à entendre. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, j'aimerais avoir vos avis. Marvin avait été acquitté car il n'existait pas vraiment de motif pour l'incriminer, mais j'ai un peu de mal à l'imaginer. Si on ne peut pas considérer les échanges qu'il a eus avec Patrick pour la complicité dans les crimes, on ne peut pas dire qu'il y a eu une non-dénonciation de crime. En France, on peut recevoir une peine de prison de 3 ans et 45 000 € d'amende pour ça. Après, ça reste assez compliqué, dans le sens où on parle d'un crime ayant eu lieu en Espagne alors que l'ami répondait au message depuis le Brésil. La justice brésilienne a tranché, donc il n'y aura certainement plus aucune poursuite à l'encontre de Marvin à l'avenir. Patrick Nogueira est toujours incarcéré en isolement préventif à la prison Puerto 3 de Santa Maria. Il a impacté l'histoire criminelle espagnole et la presse l'a surnommé le dépeceur de Pioz. Il pourra déposer une demande de libération conditionnelle dès 2041. Cet homme, ou plutôt dois-je dire ce monstre, a commis un massacre qui a choqué l'Espagne. Il a arraché des vies innocentes d'une manière horrible et il sera probablement en liberté dans les prochaines années. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, cette histoire est complètement dingue. Cette histoire, c'était de la pure folie. Elle est à la fois horrible et remplie de tristesse. Patrick Nogueira est un jeune homme qui rien ne laissait présager un tel avenir. Issu d'un milieu plutôt aisé et sans histoire, il avait tout pour réussir. Cependant, les brimades lors de son enfance ont eu raison de lui. Il a rapidement adopté un comportement violent et il est même tombé dans l'alcoolisme pour survivre. Si jusque-là il n'y avait pas eu d'incident grave, c'est l'agression de son professeur qui propulse sa dangerosité aux yeux de tous. Mineur, il se retrouve au centre de détention pendant une courte période, mais doit suivre un traitement psychiatrique. La famille Nogueira déménage à l'autre bout du pays, dans le but de repartir à zéro, et le jeune homme ne fait plus parler de lui. Il nourrit désormais le rêve de devenir footballeur professionnel, et envisage de déménager en Europe pour réussir. Il parvient à suivre son rêve pendant une saison, mais son alcoolisme est toujours présent dans sa vie. Son oncle Marcos est prêt à l'accueillir en Espagne afin de permettre à Patrick de poursuivre sa carrière. Si les premiers mois se déroulent plutôt bien, des tensions naissent au sein du foyer. Patrick n'est pas très enclin à faire bouger les choses dans son parcours professionnel. Marcos, qui est un homme qui travaille beaucoup et passe le plus clair de sa journée à l'extérieur pour subvenir aux besoins de sa famille, ne comprend pas cette attitude. La famille Campos Santos déménage sans Patrick. Et le jeune homme, bien que fortement affecté par la situation, il reste en Espagne. Patrick a visiblement nourri une haine profonde à l'égard de son oncle. Et je me demande s'il n'y a pas une question de jalousie là-dedans. Car Marcos était travailleur, qu'il était capable de reconstruire sa vie avec sa famille suite à plusieurs déménagements. Il était en tout cas capable de rebondir, ce qui n'était pas le cas de Patrick. Le jeune homme met au point son plan macabre
et décime la famille entière, même ses jeunes cousins. Il s'est enfui du pays dans les jours qui ont suivi la découverte des meurtres. Ce n'est qu'après avoir discuté avec ses parents et sa sœur qu'il est revenu en Espagne afin de faire face à la justice espagnole. S'il a présenté ses excuses aux proches des victimes, au cours du procès, il avait quand même indiqué ses intentions de tuer auprès de la police. Il avait une nouvelle fois une excuse pour s'en être pris à son oncle, comme ça avait été le cas pour son professeur au début de notre histoire. Ce jeune homme va rester longtemps derrière les barreaux. Il est beaucoup trop dangereux pour la société. Je tiens comme toujours à présenter mes condoléances aux proches de cette famille qui a subi cet événement terrible. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Nous allons aujourd'hui voir le tragique destin de la jeune et jolie Valérie Reyes. Une jeune femme qui avait la vie devant elle. Entourée par une famille et des amis aimants, elle avait tout pour réussir. Mais comme très souvent dans ces affaires, il suffit d'une mauvaise rencontre pour faire basculer la vie tout entière d'innocentes victimes. C'est horrible de penser que la vie ne tient qu'à un fil et que certaines personnes se croient tout permis. Malheureusement, ce sera le cas pour Valérie. La jeune Valérie Reyes est une jeune femme de 24 ans. Elle est l'aînée d'une famille de 4 enfants, elle a 3 petits frères. La jeune femme a la chance d'être entourée par une famille aimante, et ça, c'est très beau. C'est une femme unique et rayonnante. Valérie a un énorme impact sur son entourage, et surtout sur ses jeunes frères. Elle les adore et elle les aime de tout son cœur. Ils sont tout pour elle. Elle ne peut pas imaginer sa vie sans eux, ni sans ses parents d'ailleurs. Valérie fait tout son possible pour être toujours présente pour eux. Elle voulait prendre soin d'eux au maximum. Sa mère, Norma Sanchez, dit de sa fille que c'est sa meilleure amie, que sa fille participe activement à l'éducation de ses frères malgré le fait qu'elle possède son propre appartement. Valérie rend visite à sa famille chaque week-end. La journée du dimanche est consacrée à ses proches. Ils font régulièrement des activités ensemble comme des balades dans les bois. Ils mettent un point d'honneur à profiter au maximum ensemble. Franchement, c'est beau de voir ça, hein. La vie, elle est courte, donc faut profiter au maximum avec ses proches. Elle a raison. La famille a rien de plus important, et ça, je ne cesserai jamais de le dire. Répandre de l'amour, de la bonne humeur, de partager de bons moments ensemble, c'est ça la vie. Bref, ça fait du bien d'entendre ça parfois, et ça nous rappelle qu'il faut profiter, bordel. Bref, on se reconcentre. Valérie est diplômée depuis 2012 de la New Rochelle High School. Elle a le travail de ses rêves dans une librairie nommée Barnes & Jones, au centre commercial de Vernon Hills. Travailler dans cette librairie signifie que Valérie est entourée de ses choses préférées, les livres. Valérie est une jeune femme créative et aventurière. Sur le long terme, elle aspire à devenir tatoueuse comme son frère. C'est le genre de personne qui peut rendre amusantes même les choses les plus simples. Elle était connue pour son travail acharné et s'efforce de se construire une belle vie. Du côté sentimental, elle fait la rencontre de Javier da Silva sur un site de rencontre en janvier 2018. Dès le premier échange, c'est le coup de foudre. Ils sont fous, amoureux. Javier est un homme intelligent, généreux et très courageux. Si je dis courageux, c'est parce qu'il a dû fuir son pays, le Venezuela, l'an dernier par rapport à la situation politique qui s'y était détériorée. Arrivé il y a 1 an à New York, il se confie à Valérie en lui disant qu'il voulait une vie meilleure. En effet, Javier était entré aux États-Unis le 8 mai 2017 dans le cadre du programme d'exemption de visa. Mais il n'était pas parti quand il était censé le faire. Le 5 août 2017, son visa n'était plus valide. Et tout ça ne dérange pas du tout Valérie. Javier a le cœur sur la main. Depuis peu, l'homme habitant dans le Queens travaille dans un restaurant. Il prend également soin de sa mère qui lutte contre le cancer. Valérie le soutient dans ce combat et elle est toujours présente à ses côtés. Durant plusieurs mois, le couple vit une belle relation. Ils sont complices et se soutiennent mutuellement. Mais la passion qui a si vite commencé entre le jeune couple commence à s'estomper du côté de Valérie. C'est seulement au bout de 3 mois que les premières tensions apparaissent. Javier recherchait une relation beaucoup plus sérieuse, mais Valérie, elle, n'était pas du tout prête. En effet, Valérie a beaucoup de projets, dont celui de devenir tatoueuse. Javier, lui, voulait avancer beaucoup plus vite dans la relation, mais la jeune femme souhaitait prendre son temps. La relation tumultueuse prit fin aussi vite qu'elle n'avait commencé, après seulement 8 mois. Valérie décide donc de rompre avec Javier. Mais lui, il est toujours très amoureux de la jeune femme. Suite à la rupture, Javier va essayer de reconquérir Valérie pendant plusieurs mois. Mais la jeune femme reste ferme et elle ne laisse aucune chance à son ex-petit ami. Elle refuse de lui parler et cesse de répondre à ses messages. C'est un chapitre qu'elle veut mettre derrière elle. Javier aurait été détruit pendant des mois, mais il a fini par passer à autre chose. Et Valérie, elle, n'a plus de nouvelles.
En janvier 2019, Valérie est en train de vivre une période difficile. La jeune femme qui d'habitude est si souriante commence à se renfermer. En effet, elle souffre de dépression, mais heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa mère et de toute sa famille. Valérie dit à sa mère qu'elle craint pour sa vie, mais elle ne lui dit pas pourquoi. La jeune femme avait clairement peur et souffrait de crises d'angoisse récurrentes. Norma, sa mère, essaie d'en savoir plus, mais sa fille refuse de donner plus de détails. Quelqu'un était-il allé dans son appartement? Avait-elle été menacée? On peut se poser pas mal de questions ici. Mais Valérie n'en dévoile pas plus. Le soir du 28 janvier, Valérie téléphone à sa mère. Elle est vraiment anxieuse. Elle est paniquée et elle a très peur. Elle ne mentionne rien ni personne en particulier, mais elle avoue être paranoïaque. L'anxiété de Valérie est si grave qu'elle a du mal à en parler avec sa mère. Elle finit par lui dire la chose suivante. « J'ai peur que quelqu'un me tue. » Norma garde son calme et fait tout pour rassurer sa fille. Elle parvient finalement à apaiser Valérie avant de raccrocher. Un peu plus tard, elle envoie un texto à sa mère pour lui dire qu'elle avait mangé un peu et qu'elle se sentait mieux. Valérie a également envoyé un texto à une amie cette nuit-là, lui disant vers 23h35 qu'elle allait se coucher. Sa mère ne pouvait pas encore le savoir, mais c'était la dernière fois qu'elle aurait des nouvelles de sa fille. Norma avait l'intention d'en discuter plus en détail lors d'une virée shopping avec Valérie. Mais quand elle ne s'est pas présentée, Norma a supposé qu'elle avait changé d'avis. Les heures passent et Norma reste sans nouvelles de sa fille. Valérie a été vue pour la dernière fois par sa famille le 27 janvier, le dimanche. Elle avait passé le week-end à s'amuser avec ses parents et ses frères. Le lendemain, elle est allée travailler et elle était normale selon ses collègues. Les proches de Valérie, y compris son nouveau petit ami, se sont inquiétés lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail le lendemain. Ils ont donc signalé sa disparition le 30 janvier. Le jour même, la famille de Valérie se rend à son appartement, dans le but de retrouver la jeune femme. Une fois sur place, l'appartement est vide malheureusement. Mais ils vont faire une découverte étonnante. Des effets personnels de Valérie ont disparu également. Son iPhone, son iPad et des vêtements sont manquants. Mais le plus étonnant est le fait que des draps aient disparu également. Tous ces éléments commencent à faire douter la famille. Ils commencent à penser à une disparition volontaire. Valérie souffre de dépression. Et la veille, elle avait des propos incohérents sur le fait que quelqu'un voulait la tuer. La jeune femme a-t-elle voulu fuir ses angoisses? A-t-elle voulu mettre fin à ses jours? Encore une fois, trop de questions qu'on se pose ici. En parallèle, des recherches sont lancées par la police. La famille fait appel à un détective privé. Ce dernier tombe vite sur une piste. Il est révélé que quelqu'un avait utilisé sa carte bancaire pour retirer de l'argent de son compte. Des images de surveillance montraient un homme portant un sweat à capuche noire qui était arrivé dans un véhicule Honda. Il s'est garé de l'autre côté de la rue et était rentré dans la banque au moment du retrait. Mais avant même que les investigations n'aient pu aboutir, l'enquête va prendre un autre tournant. Le 5 février, un groupe de travailleurs de la route de Greenwich aperçoit un étrange objet rouge un peu plus bas dans les bois. Alors qu'ils décident de s'en approcher, ils découvrent qu'il s'agit d'une valise. Poussés par la curiosité, ils décident de l'ouvrir. Et là, c'est une vision d'horreur. Le corps d'une jeune femme y est enfermé. Tout le monde priait pour que ce ne soit pas la jeune Valérie dans la valise. Mais malheureusement, on découvrira plus tard qu'il s'agit bel et bien de la jeune femme. C'est finalement son père et son frère qui ont été chargés d'identifier sa dépouille. Perdre un être cher, c'est déjà une chose très difficile. Mais dans ces conditions, c'est vraiment abominable. Les bras et les jambes de la jeune femme sont liés grâce à du ruban adhésif et de la ficelle. Il y a plusieurs couches d'adhésif sur sa bouche et son menton. Elle avait été laissée là dans d'horribles conditions. Valérie a une blessure à la tête et beaucoup d'ecchymoses au visage. Elle en est au premier stade de décomposition, ce qui signifie qu'elle est là depuis un certain temps déjà. Le rapport du bureau du médecin légiste du Connecticut a conclu qu'elle était décédée d'une asphyxie meurtrière. Il y avait des signes évidents de traumatisme crânien, notamment des ecchymoses autour du visage et de grosses marques sur le front. Le plus terrible dans ces découvertes, c'est que les coups ne l'ont pas tuée. Elle a donc été placée vivante dans cette valise. Ce fut une découverte dévastatrice pour la famille de Valérie. Enfermée vivante dans une valise, c'est à la fois tellement horrible mais tellement surréaliste. Imaginez l'horreur de la scène. Qui fait ça, sérieux? Qui va penser à faire une telle chose? À part un détraqué psychopathe ou un malade fou furieux, je vois pas. Et dire qu'à ce moment précis, celui ou ceux qui ont fait ça sont en liberté. À présent, les policiers n'enquêtent plus sur une disparition, mais sur un homicide. L'enquête va donc continuer. Ils remontent ensuite la piste du véhicule aperçu autour de la banque la nuit de la disparition.
Cela va les mener jusqu'à une société de location de voitures à Flushing Meadow. Finalement, à force de recherche, un homme est identifié. Les enquêteurs de la police de New Rochelle, accompagnés des enquêteurs de la police de Greenwich, ont fini par arrêter ce suspect à New York. Il avait frauduleusement utilisé la carte bancaire de la jeune Valérie. Cet individu est également impliqué dans la mort de la jeune femme selon les enquêteurs. Il s'avère que cet homme est nul autre que Javier da Silva. Il est sur la liste des conducteurs autorisés pour le véhicule loué du 28 au 29 janvier. Javier est soupçonné d'avoir commis cet enlèvement horrible qui a entraîné la mort de Valérie. La famille de la jeune femme est anéantie par cette révélation. Ils étaient bien sûr au courant que Valérie sortait avec quelqu'un du nom de Javier, mais pour eux, ils avaient rompu il y a plus d'1 an déjà. La mère de Valérie, Norma, se souvient que sa fille voulait aider Javier, mais qu'il était devenu très instable. Elle savait que Valérie avait mis fin à la relation, mais qu'il ne l'avait pas accepté. Sa famille pensait qu'il n'avait plus de contact depuis l'année précédente. Durant ce temps, l'enquête avance vite. Elle relève que le 7 février, 2 jours après que son ex-petite amie a été retrouvée assassinée, Javier a échangé l'iPad de Valérie contre un nouvel écran et un ordinateur portable. Il a dit à son colocataire qu'il avait trouvé ce matériel. Mais bien sûr, ça se saurait si on pouvait trouver des iPads dans la nature. T'imagines, toi, tu pars en balade et là, t'as un iPhone X, trouvé là par terre. Bien sûr. J'en rigole, mais c'est un peu farfelu comme révélation. Trouver ce matériel. Enfin bref. Javier est alors inculpé le 11 février pour vol uniquement dans un premier temps. Lorsque les enquêteurs ont fouillé son appartement, ils ont trouvé son portefeuille. Il contenait la carte de crédit et le permis de conduire de Valérie. Dans la chambre de la pauvre jeune femme, on retrouvera un dessin qui correspondait à du contenu publié récemment sur les réseaux sociaux de Javier. Dû à ces nouvelles révélations, Javier est sous garde fédérale. Mais il demande au juge que le consulat vénézuélien ne soit pas informé de son arrestation, car son visa américain était expiré l'année dernière. Il les supplie de ne pas le renvoyer au Venezuela, qu'il soit jugé ici, en Amérique. Pour se défendre, il indique aux enquêteurs qu'il avait trouvé la carte de crédit de Valérie sur un trottoir, alors qu'il faisait la tournée des bars dans le East Village de New York. Il a trouvé sa carte de crédit sur un trottoir. Ouais, on aura tout entendu. Il a affirmé aussi qu'il n'était pas allé à New Rochelle ni dans le Connecticut depuis l'année précédente. Et il dit qu'il n'a pas vu Valérie depuis leur rupture l'année dernière. Les enquêteurs ne cessent alors de l'interroger et de lui mettre la pression. Avec toutes les preuves déjà en leur possession et les explications insensées de Javier, les enquêteurs savaient qu'ils étaient sur la bonne piste. Il finit par avouer avoir conduit le SUV de location à New Rochelle le 28 janvier. Mais il affirme qu'il s'était endormi à cause de la consommation d'alcool et qu'il ne se souvient d'aucun détail. Javier tente de brouiller les pistes avec des explications qui ne tiennent pas la route. Mais les policiers ont trouvé d'autres preuves irréfutables. Sur les lieux du crime, ils ont trouvé un peu de sang dans l'appartement de Valérie, mais il n'y a aucun signe manifeste de lutte. Les données de localisation du téléphone de Javier ont montré qu'il s'était rendu à un lavage auto dans le Bronx. Ensuite, il a ramené le véhicule au centre de location. Bien que peu de preuves du meurtre ont été trouvées dans l'appartement de Valérie, Javier avait laissé de nombreuses preuves sur le corps de la jeune femme. En effet, des traces de l'ADN de Javier ont été localisées sur des prélèvements effectués sur Valérie. Son ADN est également retrouvé sous les ongles de la jeune femme. Finalement, après avoir vu une photo du corps en décomposition de Valérie, il finit par admettre avoir été présent lors de sa mort. Mais les aveux ne s'arrêtent pas là. Javier finit par craquer et il avoue avoir passé sa soirée avec Valérie le soir de sa disparition. Et ce même si le couple n'était plus ensemble depuis des mois. Il dit aux enquêteurs que ce soir-là, Valérie était tombée pendant qu'ils avaient des rapports sexuels violents. La jeune femme aurait perdu connaissance suite au choc à la tête. Javier a alors hurlé de manière incontrôlable et il déclare qu'il a paniqué. Il dit qu'il a tout fait pour lui venir en aide, qu'il a essayé de la réanimer. Mais le bouche à bouche n'y aurait rien changé. Après avoir tout mis en œuvre pour la sauver, il dit qu'il n'avait pas été en mesure de la réanimer. Durant ses aveux, il va dire qu'il ne voulait pas faire ça et qu'il se considère comme une mauvaise personne. Il s'agirait donc d'un tragique accident selon Javier. Mais comment justifier le fait que la pauvre Valérie ait été retrouvée dans cette valise, hein? Le scénario macabre de cette soirée ne s'arrête pas là. Javier dit aux enquêteurs que dans la panique, il a attaché la jeune femme afin de la mettre dans une valise. Waouh. Pour quelqu'un qui essaie de la sauver après soi-disant un accident, l'attacher pour la mettre dans une valise. Hein?
Ça va être très compliqué là. C'est effrayant. Sérieusement, vous croyez à sa version? Pour moi, il est totalement en train d'inventer pour s'en sortir, c'est sûr. Mais j'attends quand même vos avis sous la vidéo. Je suis curieux. Bref, il a dit qu'il l'avait attaché avec de la ficelle et du ruban adhésif pour que son corps rentre à l'intérieur. Ravière affirme qu'il avait scotché la bouche de Valérie pour qu'elle ne puisse pas crier. Quoi? Il l'a attachée vivante, ce fou? Je vous jure, avec l'horreur de cette découverte, j'ai totalement oublié. Ici, on a affaire à un détraqué. Et excusez-moi les termes, c'est un mec complètement barjot. La question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que la panique peut justifier ce genre d'acte, franchement? Les enquêteurs ne croient pas non plus à son récit, et heureusement. Si c'était vraiment un accident, pourquoi n'avait-il pas simplement appelé une ambulance? De plus, sachant que selon le rapport de l'autopsie, Valérie n'était pas morte de sa blessure à la tête. Elle est morte d'asphyxie, pas d'une ecchymose, d'une écorchure ni d'une contusion. L'autopsie de Valérie a prouvé que les affirmations de Ravière sur la façon dont elle était morte étaient fausses. Il est prouvé que c'est bien Ravière qui a vidé le compte bancaire de Valérie la nuit du crime. Il a utilisé sa carte puis a essayé de dissimuler les preuves. Ravière a retiré environ 5 350 $ et il a vendu son iPad contre de l'argent. Pour sa défense, il indique qu'il a utilisé la carte de la victime parce qu'il voulait se faire prendre. Pourquoi s'est-il alors couvert le visage lorsqu'il a utilisé sa carte? Pourquoi a-t-il nettoyé le sang? Pourquoi ne s'est-il pas simplement rendu à la police? Ravière, tu serais pas en train de nous prendre pour des cons là? On n'est pas dupes, petit monstre. Les enquêteurs ne croient pas un mot des justifications de Ravière. Ils voyaient bien qu'il essayait de se victimiser. C'était tout simplement pathétique. Pendant ce temps-là, l'enterrement de Valérie a eu lieu le 13 février. Tous ses proches y sont présents et sont dévastés par sa mort. Des centaines d'inconnus se sont également rassemblés pour rendre hommage à la pauvre jeune femme. Tout le monde a des doutes sur la version de Ravière. Ils espèrent tous qu'il finira par avouer la vérité. Ça ne ramènera pas leur fille, leur sœur ou leur amie, mais tous ses proches ont besoin de savoir ce qui s'est passé ce triste soir de janvier. Après plusieurs jours, Ravière finit par donner des réponses à toutes ces questions. Il livre aux enquêteurs une nouvelle version des faits qui fait froid dans le dos. Des mois après la rupture du couple, Ravière s'est rendu au domicile de Valérie à New Rochelle le 28 janvier 2019. Il a mis son téléphone en mode avion et il est entré dans l'appartement de la jeune femme. Le duo a fini par avoir une altercation et Valérie a subi un traumatisme crânien suite à un coup porté à Ravière. Au lieu de lui venir en aide, le jeune homme a kidnappé son ex-petit ami, qui respirait encore à ce moment-là. Il lui a couvert la bouche de plusieurs couches de ruban adhésif, lui a lié les pieds et les mains avec de la ficelle et l'a mise dans une valise. Encore une fois, c'est tout simplement inhumain. Il l'a mise vivante dans cette valise. On ne saura jamais si Valérie était encore consciente à ce moment-là, ou bien même si elle a fini par reprendre conscience avant sa mort. Il a ensuite mis la valise dans la voiture, et là, il l'a conduite dans une zone boisée au bord d'une route dans le quartier chic de Greenwich. Là, il va la jeter, sans savoir si elle était morte ou vivante. Même en ayant paniqué sur le moment, Ravière avait tout son temps pour reprendre ses esprits, mais il ne l'a pas fait. Il va lâchement abandonner Valérie à son funeste destin. Toutes ces informations sont corroborées par des images de surveillance du complexe d'appartements Da Silva dans le Queens. On le voit partir vers 22h50 de chez lui. Une autre caméra de surveillance l'a filmé en train de récupérer le véhicule de location 5 minutes plus tard dans un garage près de chez lui. Dans les images, il portait des vêtements similaires de ceux que portait l'homme à la banque. Ravière a ensuite tapé le nom d'une église de New Rochelle dans l'application Google Maps de son téléphone portable. L'église est située à environ 1 km de l'appartement de Valérie. Juste après minuit, le 29 janvier, les données de localisation de son téléphone l'ont placé à moins de 200 mètres de l'appartement de la jeune femme. À ce moment-là, il a désactivé les données de localisation de son téléphone portable. Les enregistrements téléphoniques indiquent que Ravière n'a pas contacté Valérie avant d'arriver à son appartement. Les données du téléphone de Valérie ont indiqué que Ravière l'avait mis en mode avion vers 3h du matin cette nuit-là. Il a également accédé à son compte iCloud et a consulté ses photos et autres documents qu'elle y conservait. Peu de temps avant de se présenter à la banque, Ravière a utilisé le téléphone de Valérie et son empreinte digitale pour accéder au solde de son compte. Cela signifie donc qu'il a dû réouvrir la valise pour déverrouiller le téléphone. Et à aucun moment il n'a décidé d'arrêter son plan macabre. Après son voyage à la banque, Ravière s'est dirigé vers le Connecticut. Peu avant 7h30, son téléphone portable était à Greenwich, où le corps de Valérie sera retrouvé plus tard. À 9h du matin, il était de retour dans le comté du Queens.
Les caméras de son complexe d'appartements ont enregistré son retour à 9h43 précise. À ce stade, Javier portait une tenue différente de celle qu'il portait quand il a quitté sa résidence la veille au soir, et il portait aussi un sac de sport. Il repartira quelques minutes plus tard sans le sac. Avec tous ces éléments, la police n'a quasiment plus de doute. Javier sera donc arrêté à New York, et le bureau du procureur américain de Manhattan s'occupe de la poursuite du crime. Lors d'une conférence de presse, la police de Greenwich déclare que Javier a avoué jouer un rôle dans le meurtre lorsqu'il avait été interrogé après son arrestation. Il est décrit comme étant finalement coopératif lors de son entretien. Javier est accusé d'avoir kidnappé Valérie, et près d'un an plus tard, il a plaidé coupable. Lors du procès, tous les proches de Valérie font front devant l'accusé. Il a admis avoir battu son ex-petite amie avant de la ligoter et de la placer toujours en vie dans la valise. Il a également jeté son téléphone avant de commencer à lui voler son argent dans les heures qui ont suivi sa mort. Ici, ce ne sont pas les actes de quelqu'un essayant de dissimuler un accident. Il était clairement en train de dissimuler un crime. L'avocat de Javier soutient qu'il éprouvait des remords concernant son crime. Cependant, il ne faut pas oublier que pendant que la famille de Valérie essayait désespérément de la retrouver, il avait volé son argent et essayé de dissimuler les preuves de son acte. Dans une déclaration au tribunal, sa mère Norma déclare « Toi, Javier, tu ne mérites rien d'autre que la douleur et le rejet. Je veux que vous entendiez les paroles d'une mère que vous avez dévastée en m'arrachant ma petite fille. » Elle pleure en décrivant la joie que Valérie a apportée aux autres. Et elle décrit le meurtrier de sa fille comme une âme sans valeur. En larmes, Javier lui répond les choses suivantes. « Aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis repoussé par les actes que j'ai commis. Je ne me le pardonnerai jamais. » Il ne peut pas demander à sa famille de lui pardonner parce qu'il ne le mérite pas selon lui. Mais il veut vraiment qu'il sache qu'il est désolé. Le juge dit à Javier que ses actes étaient écœurants et que quiconque fait une telle chose n'est pas une bonne personne. La justice exige qu'une mauvaise action soit punie d'une longue peine de prison. Malheureusement, on ne sait toujours pas pourquoi il a tué Valérie. Javier, 25 ans, a été accusé d'enlèvement ayant entraîné la mort. Et en février 2020, il a plaidé coupable devant le tribunal de White Plains à New York, en vertu d'un accord de plaidoyer, afin qu'il évite une peine d'emprisonnement à perpétuité ou la peine de mort. Il sera condamné à 30 ans de prison, suivi de 2 ans de libération surveillée. Et il sera probablement expulsé par la suite. Le tribunal a entendu parler de l'appel que Valérie a passé à sa mère la veille de sa mort, lorsqu'elle a dit qu'elle craignait d'être tuée. Bien qu'elle n'ait pas donné plus de détails, elle avait clairement eu très peur. Qu'avait fait Javier pour qu'elle soit si sûre qu'elle allait mourir? Nous n'aurons jamais de réponse à cette question, malgré le fait qu'il ait avoué le meurtre. Il n'a jamais voulu expliquer la raison de son geste. On peut alors se demander si ses excuses étaient réellement sincères, ou seulement un stratagème pour éviter la peine de mort. Au pied du mur, il a fini par avouer, mais uniquement quand des preuves ont été rapportées par les enquêteurs. Et il ne faut pas oublier qu'il a donné plusieurs versions avant de finalement avouer. Javier semble rongé par les remords, mais il aurait pu arrêter sa folie meurtrière à tellement de reprises cette nuit-là. Mais il a pris la décision d'abandonner le corps de la femme qu'il aimait dans un bois à son triste destin, sans savoir si elle était encore en vie. Il a préféré lui retirer la vie plutôt que de la laisser vivre sans lui. C'est tout simplement effroyable. Elle avait été présente pour lui dans les pires épreuves de sa vie. Et voici son remerciement. Ainsi se termine l'affaire de Valérie Reyes. Cette pauvre femme tuée d'une façon plus qu'atroce. Enfermée, asphyxiée, bordel. L'être humain est parfois tellement mauvais. Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête pour en arriver là, sérieux? Dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup parlé de l'axe psychologique, donc j'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il était conscient de l'horreur qu'il a commis? Ou peut-être qu'il était complètement désemparé, mentalement très instable afin de commettre tout ça? Tellement de questions qui se bousculent dans ma tête, donc j'ai hâte de vous lire. Que Valérie Reyes repose en paix. Elle se sentait menacée, elle savait qu'elle courait un grave danger, mais malheureusement, elle ne va pas y échapper. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mes amis, il est temps pour moi de vous laisser, mais juste avant ça, comme d'habitude, cette semaine, prenez bien soin de vous et faites-vous plaisir. Et si vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon Insta Mogota-sama. J'essaie de répondre à un maximum de personnes et n'hésitez pas parce que franchement Insta c'est plutôt cool. Je partage des petites stories, mes bêtises, vous allez voir, vous allez rigoler des fois. Après YouTube, je suis très actif sur Insta. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.